Je suis vraiment content, c'est un grand plaisir de retourner au collège et de parler de nouveau dans cette salle de conférence. Merci beaucoup Clément de m'avoir invité, d'avoir cette possibilité d'introduire quelques aspects en relation dans la formation des composites entre les argiles et le carbone. Nous allons considérer différentes cas, avec différents exemples, des couplages, d'assemblage entre les argiles et certains types en particulier des matériaux du type nanocarbone, si on peut les appeler comme ça. Finalement, on va voir quelques possibilités d'application de ces nouveaux systèmes. En fait, vous savez que le silicate sont vraiment le matériau le plus abondant de notre planète, dans la partie extérieure du planète. Réellement, les argiles sont une famille de phyllosilicates qui est très abondant et qui est crucial pour le développement de la vie dans la planète. Réellement, c'est le sol et la peau de la planète et qui servent non seulement au développement des plantes, des végétaux, etc., mais vraiment, c'est un écosystème où des billions de différentes espèces de micro-organismes, etc., donc, font possible la vie. Les argiles présentes dans les sols servent à la dépuration de l'eau, etc. C'est vraiment très important pour la vie. Mais aussi, les matériaux argileux sont la base, ont été la base pour le développement des matériaux depuis des dizaines de siècles, voire dans la poterie, dans des matériaux, des briques, d'autres matériaux de construction, mais sert à développer aussi des matériaux avancés. Et d'autre part, le carbone, voire par exemple le graphite, c'est une ressource naturelle d'une importance incontestable. Vraiment, graphite et graphène sont des matériaux très importants à l'heure actuelle pour le développement aussi des matériaux dits avancés. Et qu'est-ce que c'est avec la combinaison? Bien, en réalité, on peut le regarder comme des matériaux à une organisation bidimensionnelle et ils ont des propriétés communes. Dans le cas des argiles, on voit des arrangements lamellaires, comme le matériau bidimensionnel, ça c'est le cas d'une argile typique qui est la montmorillonite, mais il y a aussi d'autres argiles qui ont des propriétés très péculières. Vraiment, c'est le cas de la sépiolite à pyrrhoxite. Voilà, ce n'est pas exactement des matériaux bidimensionnels. Voici une section d'une de fibres, ça se présente comme fibre, et ils ont des propriétés bien spéciales, comme on verra, et spécialement vers la combinaison avec des matériaux du type carboné. Les graphites montrent donc des possibilités d'exfoliation, je voudrais dire mieux, de délamination, et les argiles sont aussi des matériaux bidimensionnels qui sont capables d'intercaler des matériaux, exactement comme le graphite par exemple, de produire des phénomènes de délamination, bien que les argiles de ce type-ci, de ce smectite, ce sont des solides ioniques en tant que c'est un matériel typiquement covalent, le graphite, comme vous le savez, et l'argile peut être un échangeur d'ions. Ce n'est pas le cas pour les graphites. Et donc, avec les argiles, on peut avoir des matériaux bien isolants, bien conducteurs ioniques. Dans le cas du graphite, bien sûr, ce sont des conducteurs électroniques, ce qu'on a. Eh bien, est-ce qu'on peut combiner les deux? Est-ce qu'on peut faire des assemblages entre les argiles et les graphites? Bien, ceci, c'est quelque chose qui avait été développé il y a plus de 2 siècles pour résoudre un problème très important, qui est le développement des mines de crayons. Donc, c'est un outil quotidien actuellement, et c'est le résultat de la combinaison d'une argile avec les graphites.
Ceci a été découverte par un militaire français, un militaire inventeur français, Nicolas Jacques Conté, qui avait mis en œuvre ce phénomène, ces procédés, des combinaisons et des formations de composites. Il faut une argile pour pouvoir manipuler le graphite, faire donc la préparation. Ça, c'est ici, on peut représenter une méthode un peu ancienne de la formation d'une boue avec l'argile broyée, avec le graphite bien broyé, très fine, pour finalement faire faire la possibilité de fabriquer par extrusion ces mines qui après sont introduits dans le bois pour la protection. Ce qu'on connaît très bien, mais il fallait le faire. Et bien, bon, ça c'est des méthodes maintenant plus récentes qui ont, mais en essence, c'est exactement le même procédé qui avait été fait il y a très longtemps pour la fabrication de mines de graphite, mais c'est vraiment un composite argile-graphite qui fait possible toute cette production. Ça, c'est, comme je dis, quelque chose de plus actuel. L'insertion dans le bois, mais c'est le même procédé qui a été développé depuis très longtemps. Et il faudrait peut-être mentionner que c'est le professeur Murray, qui est décédé il y a plus ou moins 200, qui avait introduit le brevet réellement de ce système. Donc il faut une argile du type kaolinite, il faut un peu de smectite aussi. Eh bien, cette formule nous donne quelque chose qui nous amène à classer, selon le système européen, à une numérotation qui dépend du contenu en argile, du contenu en graphite. Et ceci, bon, si on examine par exemple dans des mines de graphite, le contenu déduit en silicium, en aluminium, c'est-à-dire le composant argileux avec les composants carbone constantes, on voit donc que pour les différentes grades, il y a des contenus différents. Ceci pour le matériau écrit, disons directement dans les papiers, on peut trouver donc les traces qui correspondent au graphène, au graphite. On vend disons ce qui compose les mines, et on l'appelle graphite soluble, hein, entre guillemets, bien sûr. Et bien, ça se disperse bien dans l'eau et ça permet de faire des dessins jolis comme ici, par exemple. Et bien, nous avons examiné, et ça contient évidemment donc du graphite de kaolinite, donc comme argile, et un peu de smectite qui est détecté aussi par les spectres infrarouges. Bon, ça c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut faire donc quelque chose d'utile en combinant les argiles avec les carbones, avec les graphites. Évidemment, ils ont des propriétés, par exemple, linéaires en fonction du grade de conductivité électronique, parce qu'on a un isolant et on a un conducteur, évidemment, les contenus en argile va déterminer cette propriété électrique. Mais si on veut faire quelque chose et utiliser, bon, on peut aller à la fabrication des graphènes, par exemple, en partant de crayons. Mais si on veut faire expressément ça, il faut combiner d'une manière bon, bien contrôlée. Et nous avons développé deux procédés. Un qui est directement l'assemblage entre les argiles et le graphite, et l'autre qui est la formation de matériaux du type graphène aussi entre guillemets, en présence des argiles, comme ici. Dans le premier cas, donc, on utilise donc des argiles qui vont combiner dans un milieu aqueux assez bien ce système.
Et voilà, si on part d'une argile telle que la marmorionite, dont on a parlé, donc, on a montré que c'est une argile lamellaire qui se disperse très bien dans l'eau, qui gonfle dans l'eau, ce qui va se combiner très bien, probablement avec le graphite. Eh bien, sous le ultrasons, de différentes conditions, on va trouver donc des systèmes qui tiennent ce matériau en suspension est stable, mais quelque temps après, il y a une séparation des faces, telle que vous pouvez voir ici. Cependant, si on utilise une autre argile telle que la sépiolite, c'est une argile, comme on a dit, fibreuse, qui a un comportement rhéologique très particulier. Il développe des suspensions très stables, avec un contenu en solide relativement faible. Eh bien, dans ces cas, on peut donc former des matériaux où les amas de fibres de sépiolite sont en partie séparés, en même temps qu'une partie, par exemple, de ce qu'on appelle le graphène nanoplatelets, c'est-à-dire du graphite vraiment très, très fin, très bien broyé. Et c'est la façon d'obtenir des suspensions relativement stables qui nous permet de filtrer, d'obtenir des solides de films, comme vous voyez ici, et qui sont stables et qui montrent en certaines conditions, par exemple, une certaine flexibilité, donc des propriétés mécaniques relativement bonnes, et on peut le tenir en suspension très longtemps, très longtemps. Et ce procédé est aussi utile parce que cela nous permet d'introduire dans l'eau des préparations en même temps qu'on prépare d'autres agents comme le nanotube de carbone ou des espèces moléculaires, soit des polymères solubles dans l'eau, etc. Et on va obtenir donc des matériaux carbonés dans l'eau, et pouvoir préparer de cette manière des composites avec une variété de propriétés fonctionnelles. Ici, on peut voir, donc, identifier les fibres de sépiolite, les parties des graphènes ou des graphites ici, et bien sûr les nanotubes de carbone dans les cas où on a introduit ces types de matériaux. Donc, on peut obtenir des films qui montrent deux aspects importants. Un, c'est la surface spécifique relativement élevée, et l'autre, une certaine conductivité, spécialement dans la conductivité mesurée en parallèle au plan défini par les films qu'on peut obtenir. Si on ajoute une faible quantité de nanotubes de carbone, on assure une percolation, une connectivité qui va donner une percolation avec une augmentation très importante de la conductivité. Voilà. Une autre possibilité, c'est ajouter, par exemple, un colorant, comme le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène s'insère dans les pores, les micropores, parce que ce sont des pores de dimension moléculaire, justement, vont s'installer, vont se stabiliser là, et ils vont donner une coloration à ces systèmes. Donc, on peut faire des incres ou des peintures conductrices, ce qui est très important, comme vous le savez, pour des applications très diverses. Voilà une autre possibilité que nous avons, que Francisco connaît très bien, c'est la dispersion des nanotubes de carbone dans l'eau par ces mêmes systèmes, donc en présence de sépiolite et assisté par des traitements sonomécaniques avec des dispersions vraiment stables. Ce qui nous permet de préparer ce qu'on peut appeler le hybrid packy paper, donc des films de différents contenus en fibres de sépiolite, en nanotubes de carbone qui sont très intimement connectés et avec la percolation qui correspond à 1%
en poids dans de nanotubes de carbone. Donc une quantité relativement petite peut déjà donner des conductivités importantes à ce système. La deuxième méthode, c'est la génération in situ de ces carbones du type graphène. La première idée avait été, disons, de développer de carbone du type conducteur dans l'intérieur des solides avait été développée par Kyotani, ce qu'on peut appeler le templated carbon, en partant de polyacrylonitrile intercalé dans la membrionite, donc une argile lamellaire, suivie de traitements thermiques, etc. Mais il y a quand même des différences très importantes par rapport à ce que nous proposons ici. Donc ici, dans ces cas, il y a des traitements à 700 degrés, mais finalement, dans ce procédé, il faut traiter à très haute température pour prendre des high-oriented graphite. Et ce que nous avons fait, c'est mélanger tout simplement du sucre, par exemple, avec l'argile, dans un premier essai, bien sûr, et chauffer dans un four micro-ondes, par exemple, et on obtient une intercalation du caramel, un composite. Si vous voulez, c'est une caramélisation intercalante, si on veut utiliser des mots un peu plus compliqués et un peu à la mode de l'époque où avaient été développés de différents types de polymères clay nanocomposites. Et, bon, ce système chauffé, en absence de l'air, évidemment, fait donc des variations. On voit des variations dans l'espacement basal, la formation donc de monocouches de carbone. Et ce système, il est bien conducteur. Dans le cas de la sépiolite, et si on suit cette voie sucrée, disons, on peut faire le caramel qui pénètre dans des pores et recouvre ces fibres, et finalement, des traitements thermiques nous permettent d'identifier par XPS ou par Raman, par d'autres techniques, suivre la formation de ce type de matériaux type graphène. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'oxygène dans le carbone. Ce n'est pas que les conducteurs, tout le système est bien conducteur, y inclut la sépiolite. Opérando Raman spectroscopie, c'est une technique qui nous permet de voir qu'à partir de 500, plutôt 450 degrés, on commence à voir les bandes caractéristiques qui nous signalent la formation du carbone sp2. Et donc, une température relativement basse, commence à se former des matériaux carbonés conducteurs. Ça, c'est l'aspect. Donc, on voit de feuilles qui peuvent non correspondent seulement pas à la membrionite lamellaire, mais aussi à des graphènes qui se forment, qui sont des feuilles comme vous voyez là. Ce qu'on peut schématiser ici, c'est qu'on a un système lamellaire, mais qui fait des pores, ce sont des tactoïdes, où il y a une région externe, une région interne, mais il se forme finalement quelque chose comme on l'indique ici, et ceci nous permet, disons, d'avoir une connectivité entre des différents grains de matériaux qui se forment et des possibles applications, comme on verra tout de suite, de ce système. On peut penser, si on peut fabriquer des matériaux du type graphène d'une manière tellement facile, est-ce que si on les extrait, ça serait une voie de production? Eh bien, on peut faire donc ces expériences, préparer de la sépiolite avec des carbones conducteurs et faire une extraction, par exemple, avec des différents types de solvants, voire le méthanol. Et bon, c'est ça qu'on extrait, évidemment, ça ressemble très bien et ça peut se caractériser comme un fuel layer graphine, mais le rendement est très faible, ça ne vaut pas la peine. Mais ce qui est important, c'est que le système avec l'argile, sans séparation, est déjà un système qui conduit assez bien, qui a une morphologie intéressante parfois, une morphologie fibreuse, etc. Et donc, c'est déjà utile pour certaines choses.
Ceci peut être appliqué à d'autres solides, voire avec la silice du type aérosile, où on obtient des solides silice-carbone, qui sont des mousses réellement, sont très légères, ce sont des mousses, avec une conductivité assez intéressante. Et ce sont des feuilles de graphène qui se forment à côté ou dans le système. Et nous avons fait une recherche, je ne veux pas vous entretenir maintenant parce que je sais qu'il faut terminer au plus tôt possible. Et je voudrais cependant résumer que plus ou moins, lorsqu'on chauffe un carbohydrate, on fait des produits, surtout des produits du type furanosique volatiles, et ils sont éliminés à l'atmosphère si on le fait comme ça. Mais si on met un solide poreux, on peut trapper ces matériaux volatiles, comme les dérivés des furanes, faire une polymérisation, faire une polycondensation. On peut former des composés polyaromatiques, et ce phénomène de polycondensation vont donner finalement des matériaux du type carboné qui contiennent donc des matériaux carboneux conducteurs. Si on les place et on essaye de les comparer en fonction en visant des applications potentielles de ce genre de matériaux, si on les place, on peut estimer que le coût de ce système n'est pas très cher, spécialement comparé. Il n'est pas très performant, probablement, pas du tout, dans certains cas, mais on pourrait le placer plus ou moins ici. Donc, c'est un low-cost procédé, etc., et peut servir à différentes applications. Et quelles sont les applications potentielles? Eh bien, les mêmes qu'on pourrait viser pour les matériaux carbonés type graphène, je dis type graphène et tout ce qui est autour, comme par exemple des dispositifs électrochimiques, des catalyseurs, de peintures conductrices et même pour certains bâtiments, etc. Donc, il y a toute une variété de possibilités qui nous offre cette voie de préparation qui n'est pas très compliquée, qui n'est pas trop chère. Voici quelques exemples, comme dans l'application pour le stockage d'énergie. Ce n'est pas de très bons résultats, par exemple, comme le supercondensateur. On pourrait augmenter, mais ça réfère à tous les matériaux, pas seulement à la partie du carbone. Dans le cas on peut utiliser ce système directement. Il ne faut pas extraire le carbone, ce qui est important. Ce système directement nous offre la possibilité d'obtenir des anodes, par exemple, avec des capacités spécifiques relativement bonnes. Il est même utile pour le stockage d'hydrogène. On peut faire, par exemple, un avantage, c'est que, par exemple, la présence d'argile comme la sépiolite a des groupements à la surface, ces silicates, qui peut être fonctionnalisés. Et ça, c'est une manière donc de fonctionnaliser le système sans toucher le carbone. Donc, sans détruire une partie importante qui va nous assurer les propriétés de transport nécessaires pour les applications. Donc, on peut, par exemple, sur la surface de la sépiolite qui contient des groupements silanol, on peut fonctionnaliser, introduire des agents de couplage du type des organosilanes, immobiliser, par exemple, une enzyme ici, et bon, voilà, faire des capteurs qui sont relativement bon marché, qui fonctionnent relativement bien. Ça, c'est une des applications, et ça ouvre des possibilités, comme vous voyez, énormes pour la fonctionnalisation. Juste un résultat qui vient d'être obtenu, c'est l'application dans la catalyse. Évidemment, il y a des catalyseurs qui nécessitent d'un substrat qui montre qu'il y a une surface spécifique relativement élevée et en même temps qui
qui peut assurer des propriétés de transport qui sont utiles pour certains processus catalytiques. Électrocatalytiques, bien sûr, mais dans ces cas, par exemple, qui est l'hydrogénation des chlorophénols, on peut constater en présence de palladium, palladium métal, qui est déposé en même temps de la préparation, dans ces cas, on obtient des excellentes sélectivités et, par exemple, dans ces systèmes, on peut obtenir des activités, dépendant de la température évidemment, mais des valeurs des activités catalytiques très intéressantes. On peut développer des mousses. Dans ces cas, c'est dopé à l'azote, parce qu'on part avec de la gélatine, et on peut fabriquer donc du carbone qui forme des mousses, qui peut être combiné avec des résines époxy, et on peut obtenir donc des matériaux qui sont performants du point de vue de la résistance très importante à la température, mais et qui ont une certaine conductivité qui n'est pas très élevée dans ces cas, mais qui quand même n'est pas négligeable et qui peut servir pour certaines applications. Voilà une autre possibilité, c'est ajouter donc des polymères solubles au moment de la préparation, et on peut obtenir des nanocomposites qui bénéficient des propriétés mécaniques pour la présence des nanotubes de carbone ou de la présence des fibres de sépiolite, mais spécialement dont on peut voir que la présence de nanotubes de carbone, donc le dopage par les nanotubes de carbone, fait augmenter très sensiblement la conductivité des films de ces polymères. Un exemple juste, c'est le système alginate sépiolite avec le graphene nanoplatelet, ces nanotubes de carbone qui ont, en comparaison avec d'autres systèmes valables, des valeurs qui sont assez intéressantes pour viser déjà des applications. Bon, pour terminer, je voudrais dire que c'est quelque chose donc, la combinaison d'une argile et une graphite, c'est quelque chose qui avait été déjà utile il y a plus de 10 siècles. Mais maintenant, on peut faire des matériaux dits avancés, soit par l'incorporation directe de certains argiles du type de sépiolite fondamentalement, ou bien par la génération in situ des matériaux du type graphène conducteur et qui font ces systèmes applicables pour différentes questions. Et, bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.